Le cancer, première cause de mortalité dans les pays occidentaux. Cependant, est-ce qu'il faut vivre dans la crainte du cancer? Quels ont été les progrès? Eh bien, on voit ça tout de suite avec nos invités. Alors avec moi sur le plateau, le professeur David Kayat. Vous êtes ce qu'on appelle un ponte de l'oncologie, on disait ponte comme ça avant. Et avec vous, on va parler de votre dernier ouvrage, plutôt iconoclaste, Arrêtez de vous priver. Et avec moi également sur le plateau, le docteur Olivier Caron, vous êtes oncogénéticien à l'Institut Gustave Roussy. Alors, David Kayat, vous êtes oncologue, vous avez présidé l'INCa. Vous avez été chef de service oncologie de la Pitié-Salpêtrière pendant presque 30 ans et vous nous dites arrêtez de vous priver. Ben oui, justement parce que j'ai été cancérologue pendant plus de 40 ans, chef de service pendant près de 30 ans et que j'ai vu tellement de gens souffrir, tellement de gens partir que ça a nécessairement généré en moi la question de la raison de vivre et de à quoi sert la vie. Or aujourd'hui, cette question, elle devient vraiment prégnante parce que quand vous regardez bien, quand vous mettez tout ensemble, tous les dictats, toutes les injonctions santé qu'on nous bassine à longueur de journée, qui est ne pas manger de sucre parce que ça nourrit les cellules cancéreuses, ne pas manger de gras, ça fait de l'artérosclérose, ne pas manger de sel, ça donne de la tension, ne pas manger de charcuterie, ça fait du cancer du côlon, la viande rouge, cancer du côlon, le vin, pire que tout, le soleil, les cancers de... Enfin, à un moment donné, il faut juste dire stop. Moi, j'ai envie de vivre et la question, c'est finalement, est-ce que tout ça est vrai ? Et dans ce livre, j'explique justement des choses avec beaucoup de bon sens qui démontrent la différence fondamentale entre le danger et le risque. Parce qu'en fait, ces gens, chacun émet les résultats de son étude. Il y en a un qui dit le sel, l'autre il dit le sucre, l'autre il dit le gras. Mais tous ces messages, ils arrivent sur la même personne, moi. Et moi, j'entends que je ne peux plus rien faire. Et pourquoi ? Parce que c'est dangereux. Mais d'accord, je veux bien admettre que ce soit dangereux, mais est-ce que c'est risqué ? Et là, généralement, pas du tout. Je vais expliquer à vos téléspectateurs la différence entre les deux avec une métaphore tellement simple. Si vous prenez par exemple l'exemple suivant, le grand requin blanc, celui dans de la mer, c'est dangereux. Où est le requin ? Dans la mer. Donc aller dans la mer, c'est dangereux. D'accord. Est-ce que c'est risqué ? Non. Pourquoi ? Parce que la probabilité que vous rencontriez un requin en allant vous baigner, elle est nulle. Il y a 4 morts par an dans le monde entier liées à des attaques de requins. Donc voilà, voler n'est pas naturel pour l'homme, c'est très dangereux. Où peut-on voler ? Dans un avion. Donc aller dans l'avion, c'est dangereux, mais est-ce que c'est risqué ? Non, c'est le mode de transport le plus sûr. Voilà la différence. Et en permanence, on vous parle de ces dangers et on essaye de générer chez vous des peurs pour modifier vos comportements, au lieu d'ailleurs de travailler plutôt sur l'éducation, sur l'information. Et ça, à la fin, moi, c'est un cri pour dire stop. Moi, je ne crois pas qu'en brûlant la bougie à petit feu, on va la faire durer plus longtemps. Et je crois qu'au contraire, la vie, ça n'est pas juste le temps qui passe entre la naissance et la mort, mais la vie, c'est ce qui sert entre la naissance et la mort à créer des souvenirs dont on aimera se rappeler avant de partir. Alors, c'est parce que quoi ? C'est parce qu'on a poussé le principe de précaution à l'extrême, c'est ça ? Et c'est aussi parce qu'il y a des lobbies qui s'emparent des chiffres et qui poussent ces études pour nous sensibiliser sur les risques. En fait, c'est un mélange de tout. À toutes les époques de l'évolution de l'humanité, il y a toujours eu des pensées sociales dominantes. Aujourd'hui, la pensée dominante dans la société, c'est une pensée hygiéniste. C'est que la vie, c'est un cadeau que vous avez, et si vous n'êtes pas capable de la respecter au point de chercher à devenir idéal, pas de surpoids, pas de tabac, pas d'alcool, pas de soleil, pas de ceci, pas de cela, vous ne méritez pas cette vie qu'on vous donne. Donc on est dans ce que William Lobenstein appelle la tyrannie de l'idéal. Il faut qu'on soit parfait. Or, la perfection, elle est très difficile à atteindre. Elle est fantasmatique en réalité. Et le fait de chercher à l'avoir, parce qu'on vous l'impose socialement, regardez le regard qu'on a sur les gens trop gros, le regard qu'on a sur les gens dépressifs, sur les gens, enfin, etc. Alors qu'en fait, la plupart du temps, ce sont des problèmes qu'il faut traiter avec empathie. Un fumeur, ça ne sert à rien de lui dire voilà, il faut arrêter. Vous savez, les études montrent que 70% des gens veulent arrêter de fumer, 60% essayent, 7% y arrivent. Donc quand j'étais jeune médecin, les gens qui étaient dépressifs, on leur disait allez, secoue-toi, mais bon sang, ça suffit d'être triste et tout. Aujourd'hui, on sait que c'est une maladie, que ça ne sert à rien de dire secoue-toi, il faut traiter. C'est pareil pour le tabac, il faut les aider, il faut aider les gens qui boivent. Alors, tout ça, alors ça c'est la première raison, cette pensée dominante sociale qui est culpabilisatrice
est nécessairement culpabilisatrice parce que très peu de gens arrivent à respecter tous ces dictats. Le second élément, c'est que pour accentuer cette notion de danger... D'autant que dans le même temps, on les tente avec la publicité. C'est pour ça que c'est impossible. Oui. À la limite, si on était seul dans le désert et qu'on vous dit ne buvez pas, d'eau même, il n'y en a pas, donc ça va. Mais avec tous les... Bon. Mais le deuxième élément, c'est que pour arriver à accentuer cette peur, parce que chacun veut avoir raison, chaque médecin qui s'exprime dans les médias, et je mea culpa, je l'ai fait dans le passé, moi aussi, sur les résultats d'études qui ont montré ceci, cela. Et il veut avoir raison, et donc il accentue l'idée de danger. Et il confond, par exemple, l'alcoolisme avec le fait de boire un verre de vin à table à midi, ce qui n'a rien à voir, qui confond et le fait de faire un bon gueuleton avec des copains un dimanche et de prendre 4-5 verres de vin, et puis de faire une diète hydrique pendant 16 heures et de ne pas boire pendant 3-4 jours pour arriver quand même à cette moyenne de 10 verres de vin par semaine. Donc on culpabilise en mélangeant excès de temps en temps et excès tout le temps. Alors c'est des choses très différentes. Moi je dis, clairement, ça ne me pose aucun problème d'avouer. Je fais des gros gueuletons, je suis assez connu pour être très lié avec le milieu de la gastronomie. Je fais des bons gueuletons que je vais arroser, etc. Mais très bien, quand j'ai mangé 2000 calories dans un repas, je vais vous dire, pendant 16 heures, je vais prendre du bouillon, du café, de la tisane, de l'eau, et puis pendant 2-3 jours, je ne boirai pas une goutte de vin, et j'aurai quand même eu cet équilibre, cette recherche de l'équilibre qui ne doit pas être tous les moments de ma vie, qui doit être sur le temps de ma vie. Donc un jour un excès, un jour pas d'excès. Et c'est ça que les gens ont du mal à comprendre parce que la simplification des messages santé fait que finalement tout est lié à la peur. Je vais vous dire un truc. Si vous regardez, si vous faites le total des dangers dont on vous parle, 20% de risque pour la charcuterie, 12% pour ceci, etc. On arrive à 300%. Au moment où vous vous réveillez le matin, vous devriez déjà être mort. Vous avez dépassé largement 100%. Alors justement, on va s'arrêter là-dessus parce que c'est important, cette notion de pourcentage. Hein. Quand on dit, par exemple, vous avez X% de chance d'avoir un cancer de, je sais pas quoi, du côlon, et par contre, si vous mangez tel type, si vous avez tel type d'alimentation, si vous buvez, vous allez augmenter votre chance d'avoir un cancer du côlon de X%. Alors, est-ce qu'on peut revenir en détail sur cette histoire de pourcentage ? Je vais vous prendre un exemple très simple. On va jouer ensemble. L'OMS, dans son rapport de octobre 2015, dit que la charcuterie, jambon, la charcuterie, 50 grammes de charcuterie par jour, en moyenne, provoque une augmentation de votre risque personnel de développer un cancer du côlon de 18%. 50 grammes, c'est grosso modo une belle tranche de jambon dans un jambon beurre, d'accord ? Bon. Donc, si vous avez le malheur de faire un jambon beurre à midi au bureau, vous augmentez de 18% votre risque de cancer du côlon. Je vous pose la question, si au lieu de 50 grammes, 18%, c'est 100 grammes, c'est quoi le risque ? Oui, c'est pas... C'est quoi ? C'est 2 fois 18%, 36%. suivant cette logique. Mais alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à la réponse à la question « Quel est votre risque ?», vous me répondez que c'est une chance sur 3 dans votre vie d'avoir un cancer du côlon, 36%. Ouais. Où est le bon sens ? C'est impossible. Non. On oublie que c'est une augmentation du risque, 18%. Donc il faut d'abord savoir quel est le risque de base. Quel est l'objet que vous allez augmenter de 18% ? C'est rien, c'est 2%. Le risque d'avoir un cancer du côlon pour n'importe lequel d'entre nous en France, dans le temps de sa vie, c'est à peu près 2%. Donc, si vous mangez votre jambon beurre, arrêtez de vous culpabiliser. Pourquoi ? Parce que vous allez passer de 2 à 2,18. C'est-à-dire 2,2, 2,3, enfin rien. Cette augmentation est totalement négligeable par rapport à la facilité et au plaisir de manger un pâté avec les copains, avec 3 cornichons. Donc, encore une fois, effectivement, il y a des pourcentages, mais la plupart du temps, ces pourcentages, ils s'adressent à un risque de base que les gens ignorent totalement. Alors, si c'est un risque de 80% et que vous le multipliez par 2, vous êtes déjà mort. Bon. Mais si c'est un risque de 2% et que vous l'augmentez de 0,1%, ça reste très acceptable. Il faut quand même savoir un truc, et là, c'est plus le médecin, c'est le cancérologue qui parle, c'est que, vous savez, nous sommes, tous les individus sur la Terre, nous sommes soumis à des risques majeurs. Pourquoi ? Parce que dans ce que nous mangeons, il y a des cancérigènes. Dans ce que nous respirons, il y a des particules fines, des polluants, c'est cancérigène. Dans ce que nous touchons, il y a du bisphénol, etc., c'est cancérigène. Dans ce que nous buvons, le vin ou ce que vous voulez, les polluants qu'il y a dans l'eau, c'est cancérigène. En fait, il y a des cancérigènes partout autour de nous, dans nous, de tous les côtés. Mais heureusement, l'être humain développe des systèmes de résistance qui le soleil, les UV de toute la journée,
journée. Hein, il suffit qu'il y ait de la lumière, il y a des UV. Et bien, pourtant, on ne développe pas tous, tout le temps des cancers de la peau. On a des mécanismes de réparation des effets délétères de tous les carcinogènes qu'il y a autour de nous et dans nous, qui nous permettent de les supporter, ces cancérigènes. Donc, il faut cesser de vivre avec cette peur qui, selon les époques, va être sur la nourriture, va être sur le soleil, va être sur n'importe quoi. Il faut respecter son corps parce que c'est grâce à lui qu'on vit, donc essayer d'améliorer l'activité physique, ne pas fumer, enfin tout ce que j'explique dans le livre, mais avec des techniques de petits pas, parce que perdre 10 kilos en un mois, on est sûr qu'on va les reprendre. Donc des petits pas pour respecter son corps et faire en sorte qu'il soit le mieux possible, s'accepter avec ses défauts. Moi j'ai 3-4 kilos, vous voyez, en trop, ben, je vis très bien, ça va. Et puis en même temps, honorer cette vie. On lui dit que c'est un peu plus. Non, franchement pas. Et puis ensuite, c'est honorer. J'ai eu plus. Mais ensuite, il faut respecter ce corps et honorer la vie. Respecter le corps, c'est veiller à la santé. Honorer la vie, c'est vivre. C'est faire des belles choses avec sa vie. C'est pas juste regarder la tranche jambon et se dire non, 18% d'augmentation de mon risque de cancer du côlon, je vais pas la toucher, alors qu'il en a envie. Et ouais. Voilà, il faut vivre. Question d'équilibre, c'est important. Donc il faut se responsabiliser, arrêter d'être dans une société culpabilisante, infantilisante et se prendre en charge. Olivier Caron, vous voyez des malades de cancer tous les jours. Ça vous choque quand vous entendez David Kayat en train de dire allez, il faut vivre? Non, je pense qu'il faut le terme important pour moi, c'est effectivement l'équilibre, hein, soit dans l'alimentation. Oui, parce que vous ne dites pas il faut se lâcher. Surtout pas. Hein, Épicure n'a pas dit ça. J'ai mis le texte d'Épicure. Oui. On pense qu'un épicurien est un débauché. Pas du tout. C'est quelqu'un qui s'autorise des excès, mais qui les compense de manière à trouver son équilibre. Donc l'équilibre. Voilà, que ce soit pour l'alimentation, pour tout hein, finalement, et qu'effectivement, c'est ça le but hein, de la... Alors, 30 à 40% des cancers qui se développent aujourd'hui pourraient être détectés. Et aujourd'hui, vous êtes venu nous parler du programme Interception. On intercepte justement les gens qui est développé à Gustave Roussy, un programme dirigé par le docteur Suzette Delaloge, c'est ça? Absolument. Alors, c'est quoi ce programme Interception? Alors, l'objectif, finalement, c'est effectivement de se dire que ceux qui développent des cancers, dans un pourcentage de cas important, finalement, à l'avance, on aurait pu dire qu'ils avaient plus de risques que leurs voisins de développer un cancer. Donc l'objectif, c'est de dire les messages tels qu'on peut les donner, parfois à l'emporte-pièce, ne sont pas valables forcément pour tout le monde. Et le but, c'est d'adapter la prise en charge au risque. Alors concrètement, comment ça marche? Alors concrètement, on va faire jouer tous les partenaires. Les premiers partenaires sont ceux qui connaissent les patients, c'est-à-dire les médecins traitants, entre autres, ou d'autres spécialistes, auxquels nous allons donner les moyens d'évaluer les risques individuels de chacun de leurs patients, basés sur, alors au départ, le tabagisme, l'alimentation, des risques familiaux, hein. Avoir des antécédents familiaux, ça va augmenter. Ces risques, vous les avez bâtis en fait avec une équipe très pluridisciplinaire, hein. Oui, vous êtes absolument. Mis avec des généticiens, des oncologues. C'est multi-organes voilà. et multidisciplines, effectivement, hein, et ça s'appuie sur des outils qui existent déjà, mais que nous avons regroupés finalement pour ne pas sectoriser les choses et gérer les risques les uns après les autres, mais finalement de dire telle personne que j'ai en face de moi, que dois-je faire avec elle? Donc le but, c'est de dire au médecin de ville, hein, qui a les gens en première ligne en face de lui donner des outils pour l'aider à identifier les personnes à risque, c'est ça? Et oui, ensuite à les orienter? C'est la première étape. La première étape, c'est identifier la personne comme étant un risque augmenté de cancer. Pas forcément pour dire qu'elle va systématiquement faire un cancer, c'est quasiment jamais le cas. Mais pour dire que pour cette personne-là... Faites attention, hein, parce que vous avez entendu la différence justement, entre danger et risque. Hein. Absolument. Et toujours là, ils vous regardent. Absolument. Et donc, à ces personnes-là, de pouvoir leur proposer donc, la deuxième étape. Donc là, on propose d'informer le patient, de répondre à ces questions au cours d'une journée qui se passe, ou une demi-journée selon les parcours, qui se passe donc à Gustave Roussy. Donc là, c'est le médecin traitant qui dit à son patient... Et là, c'est peut-être un petit peu anxiogène. Il lui dit, bon, écoutez, vous êtes éventuellement un patient à risque, je vous propose d'aller passer une journée à Gustave Roussy. Voilà. Mais là,
pour être un peu vulgaire, on flippe hein, quand on Oui, vous dit alors- allez passer une journée à Gustave Roussy pour voir Oui, comme alors ça. justement, C'est pas la destination de week-end qu'on a envie d'avoir. C'est pas complètement à Gustave Roussy, on a choisi que ce soit Ah bon un lieu en dehors du bâtiment, en tout cas, de l'hôpital Gustave Roussy. Ça reste sous la bannière de Gustave Roussy, bien évidemment. Hein, Mais là, il faut que le médecin explique bien les choses. Absolument. Pour pas générer Notamment une de angoisse, dire, en fait, voilà, hein, en étant votre sérieux. risque, en fait, on vise une augmentation de risque, enfin, pardon, pas une augmentation de risque, mais un risque absolu de quelques pourcents sur les 5 ans qui viennent, tout risque cumulé. Hein. Et donc, finalement, si on explique bien ça aux gens, notre pari, c'est qu'ils le comprennent bien et qu'ils comprennent qu'il y a des choses à faire avec. Donc en clair, le médecin traitant, il a un calculateur hein, que vous lui avez mis en ligne, il voit son patient, il calcule, il lui dit « Monsieur, ce serait bien d'aller passer une journée à Gustave Roussy, mais vous inquiétez pas. Hein » Et donc là, il arrive et il est mis dans quoi? Dans une base de données de suivi personnalisé, il passe des déjà, examens, au cours il de fait la quoi? journée, la journée se déroule avec des personnes qui ont exactement le même profil que lui. Hein. Si c'est quelqu'un qui est très fumeur, si c'est quelqu'un qui a un risque augmenté de cancer du sein parce que c'est une femme qui est porteuse d'une anomalie dans un gène, par exemple, ou qui a certaines caractéristiques génétiques ou familiales. Et la stratégie est basée sur une transmission de messages, à la fois en consultation absolument traditionnelle, mais également sous forme de groupe. On parle d'éducation thérapeutique, mais c'est un peu les mêmes recettes, mais qui sont cette fois-ci adaptées à la prévention, justement pour faire comprendre à la personne pourquoi est-ce que son risque est augmenté, pourquoi est-ce qu'on lui propose telle et telle prise en charge. Et notre pari, c'est de dire plus la personne comprendra, plus elle appliquera les conseils qu'on lui donnera. Plus elle renoncera à son jambon beurre. Alors non, justement, plus on expliquera qu'elle peut manger un jambon beurre, bien pas sûr, jambon beurre tous les jours. mais pas toutes les heures, en tout cas. Alors, il y a un truc aussi, c'est que vous vous engagez derrière à une prise en charge très rapide Oui. hein, en cas de suspicion ou d'évolution. La troisième étape, en fait, c'est à la fin de cette journée, on établit ce qu'on appelle un plan de surveillance et le patient fait, ou la personne qui vient nous voir, fait sa surveillance ou les actions en ville avec son médecin traitant. Et on prend des nouvelles année après année, hein, ou en tout cas de manière régulière, voir que tout se passe bien. Éventuellement, on peut modifier le plan de surveillance. Aujourd'hui, c'est vrai que nos examens de dépistage ont leurs limites. Hein, c'est surtout basé sur l'imagerie, parfois un petit peu sur la biologie. On estime que dans les années qui viennent, nous aurons de multiples moyens de détecter précocement des cancers. Dès que ce sera disponible, eh bien, à ce moment-là, on le mettra, on pourra prévenir nos patients et l'implémenter dans les parcours des différentes personnes. Ça s'adresse à qui? Aux gens qui ont des prédispositions Alors, héréditaires, des gens qui ont déjà fait un cancer, des gens qui ont été exposés à des substances. Principalement, ça s'adresse. Principalement, ça s'adresse à des personnes qui n'ont jamais eu de cancer, mais qui sont dans une situation de risque augmenté. Hein. Donc, on a imaginé ça, on appelle ça des parcours. Hein. Donc, par exemple, on a un parcours risque de cancer du sein, dans lequel on a des sous-parcours avec des personnes donc, avec une prédisposition au cancer du sein, ou alors qui n'ont pas de cancer, mais qui ont des lésions, qui ont des images dans le sein ou des cellules dans le sein qui sont le signe d'une augmentation de risque sur les 10 ans qui viennent, donc on va les surveiller plus particulièrement. Et puis d'autres qui, parce qu'elles ont une histoire familiale, extrêmement marquée, on va pouvoir leur calculer un risque de cancer et ça va déboucher sur une prise en charge particulière. On a la même chose pour le cancer du côlon, on a également une exposition, un parcours pour le tabac avec une surveillance pour le cancer du poumon. On a des parcours aussi alors, un peu plus spécifiques pour des personnes qui ont un antécédent de cancer dans leur enfance, qui finalement sont à risque de développer un autre cancer. Alors, le dépistage, hein, c'est capital, hein, tout le monde sera d'accord là-dessus, mais on avance également sur le plan des traitements. Et je vous propose de voir tout de suite un sujet sur des vaccins sur mesure contre le cancer. Alors, est-ce que c'est bientôt une réalité? On voit le sujet avec Hedi Benbrahim, qui est PDG de Transgène. On voit ça tout de suite. Les vaccins sur mesure, c'est bientôt une réalité. Tout à fait. Transgène est donc une société de biotechnologie française basée à Strasbourg et on utilise les virus pour attaquer les cancers. Et on a mis un produit extrêmement innovant en place qui s'appelle myvac et qui est un traitement individualisé. Donc on s'attaque en particulier au cancer de l'ovaire et parce qu'entre deux patientes, entre deux cancers de l'ovaire, il y a beaucoup de similarités. Il y a encore plus de différences parce que chaque patient a des gènes différents, une histoire différente et il y a plus de différences que de similarités. Et donc, plutôt que d'avoir un traitement qui va s'attaquer
un cancer moyen, un cancer théorique, on va faire un médicament, un virus, qui va s'attaquer aux spécificités du cancer. Et donc, on a lancé un essai clinique dans ce sens. On a annoncé récemment une première patiente à Toulouse. Et donc, on prélève la tumeur de la patiente, on la code, on regarde ce qu'il y a comme marqueur spécifique du cancer, et on va créer un virus qui va vacciner le corps du patient contre ce cancer. Et donc, on va entraîner le système immunitaire à attaquer le cancer. Et en l'occurrence, là, on vient après le premier traitement et on va essayer d'empêcher ou de repousser la résurgence du cancer. David Kayat, extraordinaire. Alors, vous, en 30 ans, 40 ans d'oncologie, vous en avez vu des progrès. Hein? Absolument. Ce que nous vivons aujourd'hui en matière de prise en charge des cancers, y compris avec ce système absolument incroyable qui est mis en place à Gustave Roussy, et l'époque où moi j'ai commencé, où la spécialité n'existait pas, c'est moi qui l'ai créé avec quelques collègues en 89, où il n'y avait pas de service d'oncologie. Donc je me souviens, quand on faisait la visite, on avait une femme qui avait justement un cancer de l'ovaire, qui souffrait le martyre, car on ne pouvait pas prescrire la morphine à l'époque, où j'étais jeune, et elle était dans une maternité, donc toutes les autres femmes avaient des bébés, et elle allait mourir. Bon, tout a changé, à la fois sur l'image, sur la prise en charge, c'est-à-dire le respect de l'humanité qui est en face de nous. On ne traite plus une maladie, mais un individu malade, et puis sur les traitements. Alors là, c'est passionnant, mais encore une fois, moi, dans ma vie de professionnelle du cancer, j'ai trop vu des scoops annoncés, alors que là, c'est un essai, et il y a une patiente. Donc avant que ce soit vraiment un traitement confirmé, il y a encore du temps et de l'eau qui va s'écouler sous les ponts. Donc donner des fausses... j'ai jamais beaucoup aimé faire de faux espoirs à tous ceux qui aujourd'hui vont entendre ce message alors qu'elles ont un cancer de l'ovaire et vont débarquer dans nos services en disant « je veux ça ». Bon, mais ceci dit, il faut laisser de l'espoir. Donc c'est bien de temps en temps aussi de... Alors, moi, je crois que ce dont on parle ici, c'est que dans le temps de ma vie, on a découvert les gènes qui augmentaient de façon extrêmement forte le risque de développer tel ou tel cancer, dans le sein, dans le côlon, dans le mélanome. Très bien. Les gens qui sont porteurs de cette anomalie, d'ailleurs généralement transmises de façon héréditaire, ont une probabilité majeure, 80% par exemple, de développer tel ou tel cancer. Mais à côté de ça, on voit bien qu'il y a des gènes dits de susceptibilité. Alors eux, c'est différent parce qu'ils vont vous aider ils vont provoquer l'apparition d'un cancer que, généralement, si vous avez le facteur cancérigène ou le mauvais comportement qui va avec. Par exemple, il y a 80% des cancers du poumon viennent chez les fumeurs, mais seuls 8% des fumeurs vont développer un cancer du poumon. Si on pouvait les identifier, ces 8%, avant qu'ils fument, on ferait vraiment un travail de prévention, de dépistage sur eux. Donc je pense que là, on a l'immunothérapie qui est sortie il y a 5-6 ans, on a ces thérapeutiques et notamment les vaccins ARN qui vont commencer à sortir dans le traitement du cancer. Et je pense que la référence dont M. Benbrahim parle, c'est probablement une technique qui se rapproche de celle-là. Et je crois vraiment qu'il y a une vraie raison d'espérer qu'un jour, on viendra à bout de cette terrible maladie qui, quand même, tue encore 150 000 personnes chaque année en France. Combien de temps avant de la gagner, cette bataille du cancer? Vous savez, quand j'étais jeune interne, justement, Léon Schwarzenberg et Georges Mathé, à l'époque, j'étais leur interne, disaient en l'an 2000, on aura guéri le cancer. Sauf qu'en 90, je suis aperçu que ce n'était pas mais les cancers. Et en se disant, il y a 200 cancers, le poumon, le côlon, le sein. Aujourd'hui, on sait qu'il y a autant de cancers différents qu'il y a de malades atteints de cancer, c'est-à-dire 360 000 cancers différents chaque année, qu'il faudra peut-être un jour traiter d'une manière, comme on l'a vu dans ce film, extrêmement personnalisée. Donc ça complexifie le champ d'action de manière considérable, de façon très très forte, cette complexité. Et je pense que, ce qui est sûr, c'est que je ne le verrai pas de mon vivant, et je pense qu'il y en a encore pour un bon moment. Mais ce n'est pas une marche d'escalier, c'est-à-dire que tout le monde meurt et un jour tout le monde guérit. C'est que moi j'ai vu quand j'ai commencé il y a 40 ans, on était à peu près à 35% de malades qui vivaient 5 ans. Aujourd'hui on est entre 65 et 70%. Et même les 35-40% qui ne guérissent pas, eh bien, beaucoup d'entre eux vivent 10, 12 ans avec des cancers devenus maladies chroniques. Donc on a amélioré de façon spectaculaire et on améliore chaque jour. Donc chaque matin, il faut qu'un malade qui se sait malade de cette maladie garde l'espoir qu'un jour, on va trouver quelque chose qui changera son destin. Ce cancer, vous l'avez côtoyé toute votre vie? Toute ma vie, oui. Il vous fait peur? Terriblement.
et je le hais. Vous y avez pensé un jour? Vous avez pensé, si un jour j'ai un cancer? Et bien sûr, j'y pense tous les matins. J'ai 40 ans à voir des malades toutes les 3-4 fois par semaine. J'ai vu mourir des milliers de malades. Je veux dire, j'ai dû voir mourir, je sais pas, 3-4 000 malades dans ma vie. 40 ans de cancérologie. Au début, ils mouraient presque tous, hein, ceux qu'on confiait aux cancérologues. C'était ceux qui n'étaient pas opérables, etc. Non, j'ai peur du cancer, j'ai peur pour ma femme, pour mes enfants, pour mes amis. Et puis, avec l'âge qui avance, je les vois tomber. Mes amis, mes parents, la maladie n'épargne pas ceux qu'on aime. Donc, effectivement, il faut en avoir peur. Mais ça fait qu'il faut aimer encore plus la vie. Mais pour autant, c'est ce que j'allais dire, En il faut attendant. vivre. Hein, Absolument. c'est ça, il faut vivre en attendant. Et il faut peut-être défaire aussi ce mythe de la vie éternelle. Il nous reste une minute pour conclure. Alors écoutez, c'est très simple. Pourquoi cette pensée est devenue dominante hygiéniste? Parce que comme on ne voit plus la mort, la plupart des gens, il n'y a plus de veillée des morts, il n'y a plus de cortège funéraire dans la rue, donc les gens finissent par penser que peut-être elle n'existe plus. Et que peut-être s'ils font tout ce qu'on leur dit, s'ils respectent scrupuleusement tous ces dictats, eh bien, ils ne vont plus vieillir. Et d'ailleurs, on voit moins de gens vieux à cause de la chirurgie esthétique du Botox. Ils vont plus être malades parce que la science devient très puissante et ils vont plus mourir. Mais c'est faux. On va tous vieillir, on va tous être malades et on va tous mourir. Et alors, en attendant, il faut juste vivre avec un équilibre, bien évidemment. Jamais, il y a un jour sur un plateau, quelqu'un m'a dit « Ouais, mais vous voulez les produits ?» Mais pas du tout. Je veux un équilibre dans le temps. Et je pense que c'est la meilleure façon de respecter la vie et respecter son corps que de chercher cet équilibre. Eh bien, merci tous les deux d'être passés sur le plateau de Capital Santé. David Caillatte, je rappelle le titre de votre ouvrage « Arrêtez de vous priver » et surtout continuez à vivre et continuez à profiter à 100% de la vie. Merci Olivier Caron aussi d'être venu nous parler d'Interception, ce programme de prévention prometteur de Gustave Roussy. La convergence des connaissances, l'oncologie, la génétique, l'imagerie, le big data va donner un coup de booster à la recherche, ça c'est sûr, et déboucher sur des nouveaux traitements. C'est du moins ce qu'on nous souhaite à tous. En attendant, écoutez, ce que je vous souhaite, c'est portez-vous bien en attendant un prochain numéro de Capital Santé. À bientôt.